Madame, Monsieur, bienvenue dans votre magazine Écran Vert. Les scientifiques ont armé les politiques, aux politiques de jouer leur rôle. La pré-COP27 s'approche à Kinshasa et en prélude de cette grande cérémonie, il y a la société civile qui organise une caravane africaine pour le climat. Nous voulons bien entendu parler de cette action initiée par la société civile. Nous en parlons avec Monsieur Emmanuel Moussou. Monsieur Emmanuel, bonjour. Bonjour madame. Une caravane africaine pour le climat en prélude de la pré-COP27. Ça veut dire quoi une caravane africaine ? Une caravane africaine, déjà ici on est dans le concept, comme vous le savez, de la COP27. Et parmi les enjeux majeurs de la COP27, c'est aussi d'arriver à contribuer davantage à la lutte contre les changements climatiques en cours. Et dans nos pays, on peut aujourd'hui observer qu'il y a déjà des problèmes, des changements climatiques qui se vivent. Déjà ici on est en RDC, vous pouvez voir ça devient de plus en plus compliqué, n'est-ce pas, de comprendre déjà le système même des saisons. On est, n'est-ce pas, les changements des saisons. On ne sait plus comprendre à quel moment exactement on est dans la saison sèche, à quel moment on est... Je pense que tout ça là, c'est le fruit justement de ce dérèglement climatique. Oui, mais lorsque vous parlez d'une caravane africaine, or nous savons qu'elle se tient seulement en République démocratique du Congo, pourquoi vous la baptisez africaine? Est-ce qu'il y a d'autres pays africains qui se joignent à vous pour organiser aussi cette caravane? Effectivement, donc comme j'étais en train de mettre en contexte, n'est-ce pas, tout ce problème qu'on est déjà aujourd'hui en train de vivre lié au changement climatique, que ce soit dans le secteur de l'énergie, que ce soit par rapport à nos ressources en eau, le fleuve Congo aujourd'hui connaît des sérieux problèmes de débit, que ce soit dans le secteur forestier, l'agriculture, il y a des sérieux problèmes qui se vivent. C'est comme ça que dans cette optique-là, certains acteurs africains se sont mis autour d'une table pour réfléchir et voir dans quelle mesure on peut lancer une mobilisation de nos communautés pour que ces communautés soient au centre des débats. Alors à votre question, parlant de la caravane africaine justement, nous allons l'organiser en RDC, on va revenir sur ça, mais c'est une caravane qui s'organise dans plusieurs pays africains. Plus de 20 pays vont organiser cette caravane. C'est une initiative qui est partie de nos amis de l'organisation Jeunes Volontaires Internationale basée au Togo. Et ça a entraîné plusieurs organisations à travers le pays. Déjà, il y a plusieurs activités qui sont organisées à Dakar, n'est-ce pas, au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, au Tchad, et vraiment dans plusieurs autres pays africains. C'est comme ça que nous appelons la caravane comme étant une caravane africaine. Mais vraiment, c'est dans le but de responsabiliser la population pour qu'elle exige plus de changements, alors que pendant plusieurs pays, on ne fait que parler. Mais les réalités sur le terrain sont telles que c'est les communautés qui sont aujourd'hui en train d'être impactées gravement par rapport à cette problématique du changement climatique. Alors, vous demandez à la population d'exiger plus du concret, mais nous savons également que la population aussi a un rôle important à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Chacun est censé jouer un certain rôle à un certain niveau. Effectivement, chacun a un rôle à jouer, mais ici nous parlons de cette responsabilisation de ce communauté à jouer un rôle plus actif. C'est justement pour pousser les autorités à mettre en place des bonnes politiques, à mettre en place des bonnes actions, des programmes, etc., qui nous permettra justement d'agir. Comme vous le dites, mais on peut constater qu'il y a un sérieux problème de connaissances, il y a un sérieux problème de partage d'informations, n'est-ce pas? Cela veut dire que pour que chacun puisse jouer effectivement son rôle, toutes ces personnes justement, ou chacun dans son rôle, doit connaître ce qu'il doit faire. On parle du changement climatique, je suis très conscient que nos communautés à la base connaissent ces questions, parce que c'est eux-mêmes les experts, ils vivent dans ces communautés. Par exemple, toutes ces personnes, vous avez parlé de Yangambi qui a abrité la première partie de la pré-COP. Mais là, à Yangambi, vous allez trouver des personnes qui ne sont pas allées à l'école, mais qui connaissent mieux des cultures, qui peuvent bien vous enseigner sur des réalités de terrain. Mais à un autre niveau, justement, tout ce qui est pris comme politique, comme loi, qui intègre des principes, qui intègre, n'est-ce pas, des exigences que chacun doit mettre en œuvre, ça nécessite une bonne campagne de sensibilisation, ça nécessite une formation pour que ces personnes puissent
intègre. C'est comme ça que, dans un premier temps, la population a son rôle à jouer pour dire, mais écoutez, il y a de ces choses que vous faites là-bas, nous ne connaissons pas. Il faut qu'il y ait ce cadre de discussion. Il y a des choses que vous promettez là-bas, vous ne les appliquez pas. Écoutez, par rapport à votre rôle, nous voulons voir plus d'amélioration. C'est comme aujourd'hui, peut-être qu'on aura le temps d'en parler. On parle de pays solutions au changement climatique. Mais est-ce que ces communautés à la base connaissent de quoi il s'agit concrètement? N'est-ce pas? Donc c'est comme ça qu'elles doivent exiger plus pour que même les contenus de ces visions, de tout ce qui est pris comme stratégie au niveau national, reflètent effectivement ce que pensent ou ce que veulent les communautés. On va prendre la première rubrique, l'éco-découverte, on se retrouve juste après. Éco-découverte. Il y a seulement 40% des espèces du Congo qui ont été récoltées. Il reste 60%. Ça, c'est mon plus grand ardent de tout ce que j'ai comme priorité des priorités, qu'on y aille vite, parce qu'il y a un danger qu'on ne peut pas gérer, c'est l'explosion démographique. Sa renommée a traversé toutes les frontières. La réserve de la biosphère de Yangambi, située dans le territoire d'Issangi, sur la rive droite du fleuve Congo, dans la province de la Chopo, est l'une des destinations de recherche scientifique le plus prisées à travers le monde. Déclaré réserve de biosphère depuis 1976, ce site, étendu sur une superficie de 234 000 hectares, abrite une importante biodiversité. Au-delà de recherches scientifiques, ce site a accueilli pour la toute première fois le premier échange scientifique en prélude de la pré-COP 27. Une fois sur le terrain, ces différentes composantes sont visitées, appuyées par les explications des experts. Les visiteurs, pour la plupart des scientifiques des différents bassins des forêts tropicales du monde, s'enquèrent de la réalité du site. À l'herbarium par exemple, le rendez-vous était inédit entre scientifiques dans ce bâtiment. L'herbarium, son importance, c'est d'abord un gardien et en plus, il accompagne l'histoire forestière du Congo. Pas seulement forestière, parce que la forêt est en communication avec la population. Donc c'est l'histoire forestière et sociale du Congo qui est résumée dans l'herbarium. Considéré comme le dépôt des échantillons des plantes collectées, cet endroit est considéré comme le gardien de l'histoire du Congo, avec des références qui déduisent les conditions dans lesquelles les générations ont vécu. Son importance encore, c'était un laboratoire pour des études scientifiques. Même aujourd'hui, on parle des changements climatiques. Moi, je préfère les perturbations climatiques. Mais il faut avoir des références pour dire qu'à telle année, la température était par exemple de 10 degrés. Aujourd'hui, à 2020, c'est déjà 11. Donc, il y a un changement. Et il n'y a que l'herbarium qui peut vous donner ces preuves. Parce que les technologies actuelles nous permettent de connaître les conditions climatiques qui ont prévalu au moment où la plante a été récoltée. Riche en enseignements, avec des échantillons collectés et classés par catégorie dans les tiroirs après classification, cet archive de la forêt et de son histoire mérite d'être connu et conservé. Ici, le premier échantillon collecté et documenté date de 1899, mais le curateur estime que le premier s'est récolté au XIVe siècle, mais non documenté. Alors la marche, la caravane africaine pour le climat n'aura lieu qu'à Kinshasa où elle s'étendra également dans les provinces. Comment ça va se passer? Comment elle se décline? Ok, merci beaucoup. Justement, la marche, comme vous avez dit, elle est africaine, mais ici, elle est congolaise aussi. Donc, on n'a pas parlé que de Kinshasa, on a parlé d'une caravane de la RDC. Et dans ce cadre-là, cette caravane devra être organisée dans au moins 4 provinces. C'est-à-dire il y a ou carrément 5 provinces, il faut compter aussi la province de Kinshasa. Au-delà de Kinshasa, il y a la province du Congo central, il y a la province du Nord et Sud Kivu, il y a les provinces du Nord et Sud Kivu bien évidemment, il y a aussi la province du Haut-Katanga. Ça ne veut pas dire qu'on a choisi parce que c'est là qu'il y a des sérieux problèmes, mais de façon représentative, parce qu'on ne peut pas aller partout malheureusement, à cause des aspects techniques comme aussi des aspects financiers. Mais il fallait quand même songer à associer une des provinces forestières, quand même la Chopo, encore le Maïndombe et encore l'Équateur. Effectivement. Mais je pense que c'est vraiment une première action parce qu'au-delà de la caravane, au niveau de CORAF, nous sommes en train de mener plusieurs activités entre maintenant et la COP.
Donc il y a cette caravane qui sera organisée. Nous allons organiser une action que nous appelons la contre-COP. C'est aussi une action africaine. Ça veut dire que la contre-COP? En fait, c'est en termes d'alternatives. C'est des activités alternatives où les activistes se retrouvent pour réfléchir et donner des propositions sur ce qui doivent se faire. Et ça, contre-COP, c'est une appellation qui est plutôt africaine. C'est dans plusieurs pays que cela sera organisé. Et au-delà de ça, nous allons aussi organiser spécifiquement une activité que nous appelons la pré-COP alternative, que la société civile va organiser. C'est vrai que ça se fait après les 2 moments officiels, mais au moins ça sera basé sur les résolutions de ces 2 activités officielles, de sorte à contribuer davantage à préparer la RDC à bien se présenter à la COP. Mais sinon, pour revenir, comme je disais, donc il y a les 4 provinces, plutôt les 5 provinces, mais bon, après il ne faut pas qu'on oublie que c'est vrai qu'il y a n'est-ce pas, la province orientale, l'Équateur, etc., dans son ancienne configuration qui couvre la grande partie de la forêt, mais il ne faut pas oublier aussi que dans le Congo central, il y a aussi la forêt de Mayombe. On n'en disconvient pas, mais si on essayait de comparer à la province de la Chopo, par exemple, à la province de l'Équateur encore, par rapport à la province de Mayombe, vous comprendrez que ces provinces sont un peu plus mieux positionnées par rapport... On est d'accord avec vous, surtout qu'on ne doute pas de ce que vous dites, mais au moins on est allé dans cette optique de représentativité, surtout parce que, vu le temps qui courait, on a peut-être la possibilité d'avoir des acteurs qui peuvent bien s'assumer dans cette province. C'est aussi un défi parce qu'on ne peut pas faire quelque chose dans une province alors qu'on n'est pas sûr de réunir toutes les conditions qu'il faut pour qu'on y arrive. C'est comme ça qu'on est allé avec cette optique où il y a le Congo central, il y a des acteurs que nous maîtrisons qui peuvent faire quelque chose, mais aussi il ne faut pas ignorer que le Congo central, par exemple, a aussi beaucoup d'enjeux au-delà de la forêt de Mayombe. C'est toutes les ressources en eau qui amènent vers... n'est-ce pas, toute cette problématique liée aux énergies renouvelables. On peut voir toutes les ressources en termes du pétrole également. On peut voir le nord-sud Kivu avec cette possibilité de travailler autour, n'est-ce pas, de tous ces enjeux sur le gaz et bien d'autres problèmes. Il y a le parc, etc. Et le Haut-Katanga, on peut voir tout ce problème autour de minerais, avec toute la pollution que ça apporte. Donc c'est dans ce cadre-là que, n'est-ce pas, ces réflexions ont été faites. Mais comme encore une fois de plus pour dire qu'on est très d'accord que l'action doit peut-être aller au-delà de ces provinces sélectionnées pour qu'il y ait une très bonne représentativité par rapport à chaque problématique qu'on peut trouver dans chaque coin. Alors, par rapport aux explications que vous venez de nous donner, nous pouvons comprendre que les messages seront aussi spécifiques par rapport aux provinces, déjà au niveau du pays. Parce qu'on sait par exemple qu'au Katanga, on peut facilement se focaliser par exemple sur l'exploitation minière. Dans le Congo central, on peut facilement se focaliser par exemple sur l'exploitation du pétrole. Si on va dans la partie est du pays, on peut facilement se focaliser sur la sécurisation par exemple des aires protégées avec un avant-plan, le parc de Virunga, ainsi de suite. Donc nous pouvons également comprendre qu'à chaque action, son message. Oui, il y a tout d'abord ce message qui est commun. C'est le changement climatique. Mais au-delà de tout ce message commun, parce que nous souhaitons que les choses s'améliorent, il faut qu'il y ait des exemples ou des cas concrets qui nous amènent vers des bonnes réflexions. Donc c'est comme ça que chaque coin a sa spécificité et chaque coin nous permettra de réfléchir de façon plus, n'est-ce pas, en adaptant tout ce contexte. C'est comme pour parler de Kinshasa. Oui, Kinshasa, il y a par exemple tout ce plateau de Bateke où voilà, on applique, les populations font l'agriculture, etc. Mais il y a beaucoup de problèmes actuellement. Beaucoup d'activités n'arrivent plus à fonctionner comme avant à cause, encore une fois de plus, de ce dérèglement climatique qui ne permet pas de bien cerner les saisons, etc. Et donc, chaque coin apportera certainement un message spécifique qui permettra à ce que, n'est-ce pas, qu'il y ait des bonnes recommandations, parce que de toute façon, cette caravane est organisée aussi dans le sens d'apporter la contribution de la société civile dans tous ces travaux qui sont en train d'être faits. Oui, donc la RDC veut bien se positionner. La caravane en RDC devra aboutir à la remise aux autorités du pays de toutes les propositions concrètes qu'on voudrait voir, que la population souhaite voir dans la mise en œuvre. Et la remise avant la tenue de la pré-COP ou après? Non, ça pourra se faire déjà.
au moment de la pré-COP à Kinshasa, comme j'avais fait mention d'une délégation de quelques acteurs africains qui devront arriver à Kinshasa pendant la période, nous avons sollicité quelques audiences avec certaines autorités, notamment le président de la République. Nous avons sollicité des audiences avec la VPM en charge de l'environnement et développement durable. Nous souhaitons discuter avec le président de l'Assemblée nationale et bien d'autres autorités. L'idée pour nous, c'est que s'ils sont à même de nous recevoir avant la tenue de ces assises, ce sera une très bonne chose. Ce qui n'est donc pas impossible. Bon, pourquoi pas? Parce qu'il y a encore, on pourra dire, plus de 5 jours, n'est-ce pas? Et on sait que le ministère de l'Environnement, notamment, est très chargé à organiser ces assises. Mais avant ou après, pour nous, le plus important, c'est que les choses ne vont pas s'arrêter qu'après ce moment-là. Par contre, c'est la préparation jusqu'à atteindre la COP. Et la COP, c'est en novembre. Donc, on souhaite bien, avec l'arrivée de nos collègues africains, que les chefs de l'État et toutes les autorités concernées puissent nous accorder un moment, de sorte qu'on puisse leur parler de l'initiative, qu'on puisse restituer toutes les préoccupations collectées à travers les caravanes dans les différentes provinces pour qu'ils connaissent et qu'ils intègrent cela dans les différents plans qui sont en train d'être préparés. Votre attention est aussi sollicitée dans l'éco-créativité. Éco-créativité. Avec la situation actuelle, il y a une catastrophe qui se dessine déjà. Et même dans nos communautés, on peut voir qu'à Kinshasa, au moins chaque famille est touchée par une maladie chronique. Et cela est dû principalement à la prolifération des déchets dans la ville. On a commencé par des collectes sporadiques dans la ville. On a vu que la révalorisation des déchets plastiques n'était pas très développée et c'est comme ça qu'on a initié une entité qui peut surcycler les déchets. Nous ne faisons pas les recyclages mais plutôt les surcyclages. Les surcyclages, c'est quoi? C'est ajouter une valeur aux déchets plastiques et nous prenons en compte tout type de déchets, que ce soit des sachets plastiques, des bouteilles plastiques, des chaises plastiques, des tables en plastique. Et nous fabriquons deux types de produits, à savoir les tuyaux PVC pour l'insulation électrique et aussi ces produits ici qu'on appelle éco-bois. En fait, l'éco-bois, c'est un remplaçant ou une alternative au bois ordinaire et ça permet de lutter contre la déforestation et les changements climatiques. On ne va plus aller déranger la forêt. Avec ça, on peut fabriquer tout type de meubles. Ce qui me motive dans cette lutte, c'est d'abord protéger notre environnement, lutter contre les changements climatiques qui est en train d'affecter toute la planète et la RDC en particulier, car on est en train de déverser des tonnes et des tonnes de déchets plastiques dans l'océan Atlantique à travers nos petites rivières et là, ça affecte toute la planète. Et aussi, nous sommes en train de lutter contre la déforestation, c'est-à-dire avoir des alternatives qui peuvent nous aider à arrêter de couper les arbres. Nous avons les deuxièmes poumons de la planète. Et si on ne les protège pas, en tout cas, ce sera une catastrophe d'ici quelques années. Comment entrevoyez-vous les discussions des politiques lors de la pré-COP? Bon, on sait que c'est des politiques généralement qui prennent des décisions. C'est des politiques qui sont aussi appelés à appliquer ces décisions. Et notre souhait, c'est justement de voir que ce regroupement politique puissent vraiment, les discussions qui viendront de là puissent réellement refléter le besoin des populations. Parce que malheureusement, dans la plupart des cas, il y a des très grandes décisions, des décisions assez savantes qui sont prises, mais au fond, ça ne reflète pas ce que veulent la population. Si, à un moment, ça peut refléter, mais il n'y a pas de possibilité, effectivement, d'impliquer la population dans la mise en œuvre de ces décisions. Vous voyez, ça sera très difficile parce que quand, par exemple, on voit le ministère des hydrocarbures en RDC, n'est-ce pas, qui se donne cet objectif, n'est-ce pas, de lancer les appels d'offres, 27 appels d'offres pour le bloc pétrolier et 3 gaziers. La grande question qu'on se posera, est-ce que vraiment ça prend en compte
les intérêts des populations. Parce que déjà, comme vous le savez, dans plusieurs pays africains, même ici en RDC, à Mwanda notamment, l'exploitation du pétrole n'a pas forcément apporté développement. Par contre, l'exploitation du pétrole amène beaucoup de problèmes sociaux, amène beaucoup de problèmes, même de santé des communautés. Il y a des réductions n'est-ce pas, de l'espérance de vie, etc. C'est des sérieux problèmes. Alors, la question qu'on se pose justement, et même c'est ce que j'étais en train de dire, on souhaite bien voir ces autorités réfléchir pour le bien de tous. Parce que généralement, et le mal est justement à ce niveau où ils pensent beaucoup plus aux intérêts financiers, n'est-ce pas, aux gains qu'ils veulent avoir. Et d'ailleurs, pour la plupart des cas, ces intérêts sont même sous-estimés ou surestimés sans études préalables et probantes. Donc voilà un peu ce que nous souhaitons voir, c'est qu'effectivement qu'ils réfléchissent pour trouver des solutions réelles aux problèmes de changement climatique dans nos communautés, que de renforcer davantage des projets ou des initiatives qui vont encore une fois de plus impacter la planète. Alors nous comprenons que jusqu'ici, l'exploitation du pétrole, c'est un sujet polémique, c'est un sujet qui alimente pas mal des discussions, mais nous revenons un peu sur la COP. Vous avez parlé des financements, vous avez parlé de la volonté, vous avez parlé des rôles à jouer selon les catégories des populations. Selon vous, qu'est-ce qui freine le combat contre le climat? Généralement, c'est des intérêts politiques. Généralement, comme j'étais en train de le dire, c'est le gain qu'on veut avoir tout de suite, n'est-ce pas? Mais on ignore que, oui, les gains qu'on veut avoir, il faut que ça s'inscrit réellement dans ce que nous appelons le développement durable, dans le principe de développement durable, qui se veut, n'est-ce pas, trouver des intérêts pour des générations actuelles et aussi avoir la possibilité que des générations futures puissent en bénéficier. Alors, qui trompe qui? Les pollueurs ou les pays en voie de développement? Je pense que par rapport à cela, n'est-ce pas, des pays occidentaux, dans la plupart des cas, aussi ne respectent pas leurs engagements. Ça, c'est vraiment une réalité. Parce que s'il faut voir dans l'échiquier, déjà, on parle de la RDC. La RDC, même pour son pétrole, ne figure même pas sur la liste des pays producteurs de pétrole à cause du nombre de barils qui sont produits jour. N'est-ce pas? La RDC n'a même pas encore atteint le seuil. Mais la RDC a toutes ses ressources, à la forêt, à de l'eau, un peu comme le ministère est en train de le dire aujourd'hui. La RDC peut bien se positionner comme pays solution. Mais le problème, c'est que la contrepartie n'arrive pas. On protège nos forêts, on protège tout ce qu'on veut, mais ces pays pollueurs ou ces pollueurs ne respectent pas leurs engagements, effectivement. On peut prendre le cas des quelques financements d'ailleurs pour le climat qui sont généralement lancés. Mais c'est des procédures énormes pour que des pays accèdent à ça. C'est comme ça que moi, par rapport à ça, je vais inviter la RDC à davantage renforcer sa vision, comme elle dit être pays solution, à renforcer des stratégies pour des bonnes négociations, de sorte que, effectivement, après la COP27, que la RDC rentre au pays avec des résultats qu'il faut. Mais je pense que tout dépend de comment est-ce que la RDC va bien s'organiser, va organiser ses négociateurs, parce que, bon, malheureusement, on doit le dire, dans la plupart des cas, des personnes qui se présentent comme des négociateurs ne le sont pas forcément, ou carrément ils ne sont... Non, c'est un profil qui ne répond pas. Oui, il faut qu'on change, il faut qu'on améliore, il faut qu'on forme des gens parce que les compétences sont là. Oui, mais ça nous a amené à quoi comme résultat? Parce que c'est ça, au fait, le problème. Ce n'est pas bon d'avoir des compétences sans résultat. Ce n'est pas bon de prendre des engagements sans les mettre en application. Vous voyez? Donc, pour nous, c'est qu'il faut qu'on arrive à changer le paradigme maintenant. Il faut qu'on voie la chose de façon concrète. Il faut qu'on définisse des stratégies idoines pour vraiment aider le pays, n'est-ce pas, à avoir gain de cause. Parce que ce n'est pas du tout normal que la RDC, qui est effectivement pays solution, ne puisse pas bénéficier de la contrepartie. Qu'est-ce qui bloque? À mon sens, c'est peut-être notre capacité de négociation. Parce qu'il n'y a pas que la RDC
qui se positionne aujourd'hui comme pays solution. Il y a des pays comme le Brésil. Le Brésil a beaucoup gagné, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est par rapport à son autorité, c'est par rapport aux stratégies qui sont mises en place, mais aussi, surtout, par rapport à ces négociateurs qui, certainement, sont à même de relever le défi. Moi, je pense que c'est tout ça, mais aussi le niveau politique doit jouer bien son rôle. Je ne pense pas que, aussi, aller dans le sens de dire qu'on est pays solution et développer des initiatives qui contredisent le fait d'être pays solution peut nous aider à avancer. C'est comme ça que le gouvernement doit être ferme. Si c'est une ambition qui est vraiment réelle, nous nous soutenons et qu'elle développe aussi des initiatives et des stratégies qui permettent effectivement à la RDC de bien se positionner comme pays solution. Alors, positionnons-nous aussi convenablement dans Écran vert à travers Concept vert. Concept vert. La gestion durable des forêts ou l'aménagement écosystémique des forêts est un mode de sylviculture à tendance écologique qui fixe des critères, indicateurs et objectifs socio-environnementaux en plus des objectifs économiques à la gestion forestière. Absent à Yangambi, vous voulez être présent aux discussions à Kinshasa, pourquoi? Non, mais je pense qu'il faut qu'on s'inscrive dans la continuité de l'action, n'est-ce pas? À Yangambi, CORAP n'a pas été partie prenante, mais CORAP a des partenaires de la société civile qui ont pris part. CORAP collabore avec le GTCR, qui d'ailleurs ont produit un rapport. C'est-à-dire qu'on est dans la continuité de l'action. Ne pas être physiquement ne veut pas dire qu'on n'était pas là forcément. On a été dans ces discussions, on a suivi et on est dans l'action. Et on voudrait bien justement continuer à être là parce qu'à Kinshasa, on aura certainement la possibilité d'y prendre part, mais aussi à la COP27. Donc on est dans l'action, raison pour laquelle ici vraiment on voudrait bien représenter la population, les communautés locales congolaises par rapport à toute l'action autour de la caravane que nous sommes en train de mener pour que la RDC puisse effectivement porter les actions autour des vrais besoins de communautés locales. Ici à Kinshasa, vous attendez à une mobilisation de plus ou moins combien de personnes? On voudrait bien voir peut-être de façon directe 1000 personnes parce que la caravane, suivant le contexte, déjà à Kinshasa et même presque partout en RDC, on n'a pas prévu de très grandes mobilisations publiques. Par contre, nous organisons la caravane comme étant des activités qui sont organisées de lieu en lieu par rapport à chaque contexte local. C'est comme par exemple à Kinshasa, nous avons quelques activités comme il y aura une délégation d'acteurs qui devront faire quelques visites, quelques réunions avec des pêcheurs sur le fleuve Congo. Nous avons identifié l'île des pêcheurs sur le fleuve Congo, où on peut en même temps... Vers Kinsuka? vers Kingabwa, où en même temps on aura la possibilité de discuter avec des praticiens du fleuve Congo, n'est-ce pas, des pêcheurs. Pourquoi vous intéressez aux pêcheurs? Oui, parce qu'ils font partie des activités qui aujourd'hui est en train de connaître le vrai impact du changement climatique. Parce que le fleuve, déjà j'étais en train de parler du problème de la diminution du fleuve Congo, avec toutes les activités qui sont organisées dessus, toutes les pollutions à travers des bouteilles plastiques et d'autres matières. Le fleuve les pratiques aussi de pêche qui ne sont plus durables voilà, aussi. C'est comme ça qu'on aura cette discussion parce que il n'y a pas, vous l'aviez bien dit, la responsabilité est partagée. À un niveau, il y a la population qui a son rôle et à un autre niveau, il y a le gouvernement. C'est comme ça que déjà à ce niveau-là, on aura une opportunité de discuter avec des pêcheurs et tous ces acteurs autour de l'eau. On peut voir aussi aujourd'hui la diminution du fleuve Congo peut bien être constatée. Au-delà de ça, nous avons prévu organiser certaines activités sur le plateau de Bateke où il sera possible de visiter des projets d'agroforesterie, des Ibi village, mais aussi on va certainement visiter certains champs et avoir surtout des discussions avec ces agriculteurs autour du plateau de Bateke et tous les défis qu'ils sont en train de connaître. Au-delà de ça, il y a aussi une visite qu'on pourrait effectuer à l'ISTA
à l'Institut supérieur des techniques appliquées, parce que l'ISTA en RDC, je pense en Afrique centrale aussi, et l'institution qui a un centre de test, n'est-ce pas, de foyers améliorés, au fait, dans le cadre de lutter contre la consommation excessive du bois de énergie. réduire quand même la pression anthropique sur les forêts. Dans ce cadre-là, on aura le privilège justement de faire visiter toutes les parties prenantes à l'action. Et ce n'est pas que des visites, mais comme je le disais, c'est vraiment des activités qui permettent de mettre autour, n'est-ce pas, de ces activités des praticiens qui aujourd'hui peuvent davantage donner des exemples de cas de problèmes de changement climatique. Et surtout, ça nous permettra de recueillir les avis des uns et des autres pour que l'on fasse des bonnes formulations de propositions auprès des autorités du pays. Donc, dans des provinces aussi, il y a des activités qui se feront dans des communautés. Il y aura des conférences débats, comme à Kinshasa aussi, il y aura une conférence débat qui pourra lancer, je pense déjà à partir de ce 29, qui pourra lancer toutes les activités et donner les détails de tout ce que nous allons faire à travers le pays. Peut-être au moment où les amis africains seront là, c'est là que nous aurons la possibilité peut-être d'organiser une petite marche pacifique, bien évidemment, qui nous permettra de remettre à l'autorité la déclaration des activistes africains sur la problématique du climat, parce qu'on compte sur la RDC. Effectivement, on estime que la RDC est un co-organisateur de la pré-COP avec l'Égypte pour apporter haut les préoccupations de communautés africaines et congolaises. Monsieur Manuel Moussou, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine, c'est le mois du climat, donc c'est le mois de la COP. Donc on sera de temps à autre auprès de vous pour recueillir certaines informations utiles. Nous vous remercions et nous aurons certainement besoin de vous parce qu'au-delà de la caravane, comme je disais, nous sommes en train de préparer une grande activité qui va réunir des activistes congolais et certains du bassin du Congo pour réfléchir et contribuer, n'est-ce pas, à la définition de pays solutions, mais cette fois-là, en ce qui concerne l'énergie et le climat. Qu'est-ce que nous, en tant qu'acteurs, nous apportons comme contribution à la vision du gouvernement étant pays solution en ce qui concerne l'énergie et le climat. Et ça touche la RDC et quelques pays du bassin du Congo. Merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Mon idée pour la planète.